Bonjour à tous et bienvenue dans Dialogue littéraire, les rendez-vous hebdomadaires de nouvelles cartes et télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Thierry Landou Mayamba. Il est professeur de littérature anglo-américaine à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa. Il est aussi dramaturge, consultant en développement organisationnel et animateur du groupe Amos. En tant qu'activiste sociopolitique, notre invité accompagne également les mutations de la société congolaise depuis bientôt 30 ans. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Avec vous, monsieur le professeur, nous voulons parler de la littérature congolaise. Mieux faire une étude comparative entre la littérature contemporaine et la littérature d'antan. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez donner au public qui nous suit un peu d'idées sur la question de la littérature et son importance dans une société. La littérature, à mon avis, c'est vraiment le rêve. Moi, je considère la littérature comme ce rêve qui mobilise une société. C'est ce rêve qui parle de notre passé, de notre présent, mais qui va illuminer notre futur. C'est par la littérature que notre imaginaire s'exprime. C'est par la littérature que notre vécu aussi présent s'exprime. Et la littérature, pour moi, c'est un tout. On ne peut pas l'approcher d'une seule manière. On ne peut pas l'approcher sur le plan tout simplement littéraire et imaginaire. Mais c'est une œuvre qui va allier à la fois le beau, le vrai et l'utile. Et c'est ça qui fait la particularité, je crois, de la littérature africaine. Là où les autres, par exemple, vont mettre l'accent sur rien que l'esthétique, c'est-à-dire le beau, chez nous, nous dirons que c'est beau parce que c'est vrai. C'est beau parce que c'est utile. Et quand on regarde dans nos langues vernaculaires, par exemple, les mots qu'on utilise pour dire Eza Kitoko, comme on dit à Lingala, Eza Kitoko. Kitoko chez nous, c'est à la fois ce qui est beau physiquement et ce qui est beau spirituellement et ce qui est beau mentalement, ce qui est beau aussi au niveau de notre imaginaire. Mais ce qui est beau, c'est ce qui est aussi utile. C'est ça en fait notre littérature à nous. Et professeur, comme vous venez de le dire, mais est-ce que c'est le même constat qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, depuis le début, disons, de l'histoire de notre pays? Est-ce que la littérature garde toujours la même importance ou soit? Mais ça dépend à partir d'où vous prenez cette littérature. Si vous prenez de la littérature qui a été façonnée plutôt à partir de notre rencontre avec l'Occident, cette littérature-là a été marquée par le fait colonial. Et cette littérature-là a été marquée par l'esthétique aussi du colon, qui va amener l'écriture et va vous faire croire que sans écriture, sans alphabet, vous ne produisez pas de littérature. Mais si vous restez dans cette production de la littérature qui est vive, de cette littérature qui vibre dans notre corps, qui vibre à travers notre corps, mais à ce moment-là, cette conception-là, elle reste. Elle reste quand bien même on lui donne des noms différents, quand bien même on lui donne des métaphores différentes pour pouvoir la vivre. Voilà, monsieur le professeur, parce que nous sommes en train de parler seulement de l'importance de la littérature. Alors, que pensez-vous de la perception qu'a la nouvelle génération sur la littérature? Mais le problème de la nouvelle génération, c'est que sur le plan de l'imaginaire, la nouvelle génération est confrontée à beaucoup d'outils qui expriment l'imaginaire. Vous avez aujourd'hui TikTok, vous avez aujourd'hui le cinéma, vous avez aujourd'hui la vidéo, et tout ça, ce sont des instruments qui vont capturer le contenu littéraire, en fait, et l'exprimer d'une autre manière. Et les jeunes, tout ce qui est littérature, c'est-à-dire lié à l'écrit, lié à la lecture de l'écrit, pour la plupart des jeunes, c'est décourageant. Ils ne lisent plus. Ils ne s'approprient plus un livre, ni le plaisir de s'asseoir pour pouvoir lire un livre. Mais parce que le livre, on peut le trouver sous forme de film, de cinéma ou de musique ou de poésie, mais sans que je ne sois obligé de le lire à travers un document, un manuscrit. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent faire tout un mois, même toute une année, sans avoir ouvert même une seule page d'un ouvrage. Bon, mais si l'ouvrage est transcrit déjà au niveau de la télévision, pourquoi voulez-vous que j'aille passer toute une nuit à lire ce texte? Non, le constat est que même à la télévision, les jeunes ne suivent pas vraiment ces genres Oh, disons, d'émissions ça en dépend. rapport. Pas les émissions, évidemment.
l'émission que nous sommes en train de produire, ça ne s'adresse pas à tous ces jeunes-là. L'émission que nous sommes en train de produire, ça s'adresse à des spécialistes des questions littéraires, ça s'adresse à des gens qui se nourrissent de la littérature. Mais le jeune aujourd'hui va regarder à la télévision pendant son bokeh, mais il n'ira pas lire une pièce de théâtre. Mais si cette pièce de théâtre est transformée en pièce dramatique au niveau de la télévision, il suivra. Mais professeur, il semble que si la jeunesse d'aujourd'hui ne se donne plus beaucoup à la littérature, c'est parce que pour elle, la littérature ne paye pas. Bon, ça c'est une expression, hein, mais c'est le fruit aussi d'une société qui a tourné vers plus les fonctions qui sont pratiques. Hein, je suis professeur d'université. Quand vous demandez combien d'étudiants il y a dans la section littérature, écoutez, à la faculté des lettres, il n'y a pas grand monde. Hein. Moi, je suis au département d'anglais en deuxième licence, j'ai peut-être 5 étudiants en deuxième licence. Effectivement, ils disent que ça ne paye pas parce que ce sont des métiers qui sont prédestinés à devenir des enseignants. Or, les enseignants, ça n'attire personne. Donc, pour la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est faire médecine, faire économie, faire ingénierat, et même les parents les poussent vers ça. Mais seulement, on oublie une chose, c'est qu'une société qui perd ses hommes littéraires et ses femmes littéraires, une société qui perd ses philosophes, c'est-à-dire une société qui perd son imaginaire, c'est une société qui ne rêve pas. Or, quand vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas vous projeter dans les réalisations. Je vous donne un exemple simple. On a rêvé marcher sur la Lune avant même que les gens n'aient marché sur la Lune. Tintin, quand il a écrit, Hergé plutôt, quand il a écrit son Tintin, on a marché sur la Lune, les gens n'avaient jamais imaginé qu'on créerait une fusée avec des gens qui montraient qu'ils iraient sur la Lune pour ça. Mais lui, dans son imaginaire, il s'était déjà projeté sur la Lune. Et lorsqu'on reconstruit les fusées, ce n'est pas loin de la fusée que lui avait imaginée. Donc, les gens de l'imaginaire, c'est eux qui construisent la société. Et une société qui n'a pas d'imaginaire, qui n'a pas de gens qui rêvent, ça signifie que ce sont les autres personnes, d'autres sociétés qui vont commencer à rêver pour nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et nous sommes devenus des consommateurs même des rêves des autres, si pas des cauchemars des autres. Oui, professeur, mais parce qu'on est toujours dans la question des livres, vous avez écrit un ouvrage, avant de citer les restes d'ouvrages que vous avez écrits, il y a un qui est intitulé Misère. Je crois que c'est publié en 1994. Professeur, dans cet ouvrage-là, Misère, pourquoi ce titre Misère, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée à l'époque, où en fait je fais une synthèse de ma société. Je présente ma société de manière un peu sadique, cynique et même loufoque. Je me moque un peu de tout ce qui dans la société congolaise. Oui, la société congolaise, de ce qui nous arrive. Ce n'est pas seulement la société congolaise, c'est pratiquement. Parce que la pièce a été jouée en Afrique, dans beaucoup de pays africains, et chaque fois qu'on jouait, les gens disaient non, mais c'est chez nous ça. En fait, ça reflète la réalité de notre vécu social, de notre vécu politique, de notre vécu économique, de notre vécu même religieux, et dans une satire qui nous permet justement de bien encaisser, hein, de rire, mais à la fois de souffrir un peu. Voilà. Et aussi, vous avez écrit du Zaïre au Congo démocratique. À part ça, vous avez également écrit les remaniements en 2000. Alors, quelle est votre, professeur, expérience que vous pouvez partager à ces publics et puis à ces jeunes talents qui comptent emboîter vos pas? Mais moi, je veux les encourager. Vous savez, l'écriture n'est pas facile, surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Vous savez, parfois, quand vous écrivez ici, vous vous demandez, mais où est-ce que vous tirez la force pour pouvoir écrire? Je vous donne un exemple simple. Tu commences à écrire un texte comme le remaniement. Tu es à la deuxième page, mais comme on dit chez nous, le courant est parti. Donc, tu n'as plus d'électricité, donc tu interromps. Tu interromps même ta créativité. Tu interromps même ton inspiration. Et puis tout d'un coup, 1 heure après ou 2 heures après, le courant revient. Et quand le courant revient, ben, tu te retrouves devant ta machine, il faut retrouver les idées, les rassembler et pouvoir écrire. Et c'est ça qui m'a donné la force, en fait, même de concevoir mes pièces autrement. Mes pièces ressemblent à des morceaux de tissu que tu as coupés, il n'y a plus d'électricité, tu laisses le morceau, et puis après, quand l'électricité revient, tu le coupes, et finalement, à la fin, tu te retrouves avec plusieurs petits morceaux qui ont été entrecoupés d'une grande échelle. Il faut trouver le fil pour pouvoir relier les morceaux entre eux. Et le fil, eh ben, c'est cette parole magique qui fera l'œuvre entière. Et ces plusieurs morceaux-là, vous pouvez le prendre, ça peut se faire pendant combien de temps pour créer, pour sortir un ouvrage? Ça peut prendre combien de temps pour l'écrire? Il faut toujours prendre son temps. Le vrai problème, ce n'est pas le temps de l'écriture. Le vrai problème,
problème, c'est lorsque l'œuvre est déjà là, et puis tout d'un coup, tu n'as pas d'éditeur pour publier ça. Et ça va moisir dans ton tiroir et tout ça. C'est pour ça, par exemple, que personnellement, j'ai choisi le théâtre. Parce qu'avec le théâtre, dès que j'ai terminé ma pièce, si je trouve des acteurs, je monte ma pièce, je la mets sur scène, et les gens commencent déjà à goûter à cette matière en venant suivre la pièce de théâtre. Et c'est ça, c'est l'avantage qu'offre ce genre, contrairement au roman où il faut nécessairement trouver un éditeur qui lui va publier, puis après mettre en vente pour que nous puissions avoir cela en commun. Monsieur le professeur, l'avenir de notre pays entre les mains de la jeunesse, dit-on. Pour une jeunesse qui ne sait plus se rendre à la bibliothèque, feuilleter quelques ouvrages. Alors, lorsque les Blancs disaient, si vous voulez cacher quelque chose à un Noir, il faut le mettre par écrit. Est-ce qu'ils avaient raison ou soit... nous n'appartenons pas à la même culture. Nous n'appartenons pas à la même culture. Et puis pourquoi nous devons tout mettre par écrit? L'oral aussi, non, ça fait partie. Tout mettre par écrit, professeur, nous avons appris que non, les paroles s'envolent et les écrits restent. Quand on est par exemple avec vous ici, nous sommes en train de parler, ça s'envole. Mais par exemple, quand on essaie de mettre ça par écrit, des générations en génération seront contentes de nous lire. Non, mais quand on dit ça s'envole pour aller où? Ça s'envole pour aller vers les oreilles des gens qui écoutent. Et ces oreilles-là peuvent aussi répéter le même message aux uns et aux autres. Ça ne s'envole pas pour disparaître, c'est faux. Il n'y a pas que l'écrit qui matérialise ou qui contient la matière que nous produisons. Aujourd'hui, vous avez la télévision. Lorsque vous avez produit, aujourd'hui, vous avez TikTok, vous avez la vidéo. Lorsque vous avez produit, ce sont de nouveaux supports que vous pouvez garder pour pouvoir informer le futur. Donc, je ne crois pas que l'écriture soit la seule manière de pouvoir concevoir une œuvre d'art ou une œuvre littéraire. Non. Une pièce de théâtre, lorsqu'elle est jouée sur scène, ben, elle n'est pas écrite, elle est dite, elle est récitée. Et les gens qui sortent, ben, ils retiennent. J'ai vu des gens qui ont vu Misère, je ne sais depuis combien d'années, mais dans un pays où j'ai été une fois, et quand tu arrives pour lui dire c'est l'auteur de Misère, il dit ah oui, Misère, poussière, il récite le texte. Et pourtant, il ne l'a pas lu écrit, lui. Il l'a entendu seulement sur scène. Donc il y a la magie aussi de la parole. C'est parce que nous ne sommes plus dans une société qui fonctionne selon la parole dite. Nous sommes dans une société qui fonctionne selon la parole écrite. C'est pour ça que ceux qui ont fait prévaloir la parole écrite nous disent que la parole s'envole. Elle ne vaut rien, il faut nécessairement entrer dans cette école-là pour pouvoir survivre. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans des contrastes immenses. Regardez les jeunes gens dans la rue, ils ne lisent pas, mais ils ont des expressions littéraires que tu ne peux pas imaginer. En arrivant ici, je rencontre des jeunes gens qui sont en train de crier « Ah, Bolamba Bolia, Togoyate !» Une très belle phrase. Bolamba Bolia, Togoyate. Mais quand tu te mets à analyser cela, que tu dois écrire, cette métaphore, elle est profonde. Elle montre le désarroi de toute une société où des jeunes gens ou des membres d'une communauté peuvent dire écoutez, ce que vous faites là, ben faites-le, ça ne nous intéresse pas, tout simplement parce que vous n'appartenez pas à notre communauté, vous ne représentez rien pour nous, faites-le. Mais en même temps, ça signifie qu'on s'abandonne, on est impuissant quelque part. Mais ça, c'est l'œuvre d'une interprétation, je n'ai pas mis ça par écrit, je suis en train d'en parler. Oui, professeur, parce que vous venez tantôt d'évoquer la question de l'oralité. L'oralité a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, les messages s'est passé de bouche à l'oreille. Mais aujourd'hui, nous avons du mal à avoir l'intégralité de certains messages, même de certains proverbes que même nos ancêtres utilisaient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu mettre ça par écrit. Non, c'est parce que nous n'avons pas gardé le même système de transmission de ces messages. Il y a eu une rupture. Avec la colonisation, il y a une rupture qui se fait. C'est que la tradition orale va recevoir un coup. Elle n'est même pas valorisée. Si vous restez au niveau de la tradition orale, il n'y a aucune valeur. Je te donne même un exemple. On nous a appris à écrire. On nous a appris à écrire dans quelle langue? Dans la langue des autres. Même moi qui écris, quand j'écris en français, mes œuvres, qui lisent ça? Quand je regarde par rapport à ma population, ce n'est même pas 90%. Et pourquoi ne pas l'écrire dans nos langues nationales? Ah ben voilà, c'est ça la question. Pourquoi je vais écrire dans une langue vernaculaire quand moi-même je ne la maîtrise pas?
de par mon éducation. Même toi, tu ne peux pas écrire dans ta langue maternelle. Parce qu'en fait, nous avons été formés et formatés dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et donc, Mais seulement, il y a une chose. Et c'est là que l'État peut fonctionner. C'est là qu'une nation peut fonctionner. Moi, je me rappelle, j'étais enfant, nous avons lu les œuvres du russe Dostoïevski, un écrivain russe. Mais nous avons lu ça en version française. Mais il n'a jamais écrit en français. Il a écrit en russe. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie professionnelle qui apparaît, qui permet à ces œuvres de vivre une seconde vie. Ce sont les traducteurs. Qu'est-ce qui empêcherait dans notre société d'avoir des traducteurs qui vont se mettre à traduire toutes ces œuvres qui sont écrites en français dans nos langues vernaculaires? Je te donne un exemple. Si Misère est jouée en lingala, en Kikomo, en Swahili ou en Chinois, mais cette pièce-là a une résonance qui est tout à fait différente que quand elle est écrite en français. Mais seulement, il y a un autre enjeu. Vous jouez ça en lingala ou en français, je m'excuse. Oui. Vous jouez ça en français ou en lingala. Mais vous avez les politiques aussi. Parce que quand c'est joué en français, les politiques se disent oh, il y a de 5% de personnes qui vont suivre. Mais ce que tient en lingala, à ce moment-là, tout le monde a entendu l'homme politique. Et ce type-là, cet écrivain, il devient dangereux. Il risque de soulever les gens. C'est pour cela que même le retour vers les langues vernaculaires semble difficile. professeur, par exemple, les Américains ou encore les Français, lorsqu'ils ont un livre d'un étranger, ils le mettent, ils fournissent un effort en fait de le traduire. Mais pourquoi pas chez nous? C'est parce qu'il n'y a pas d'industrie dans ce sens-là. Il n'y a pas d'industrie ou soit il n'y a pas des personnes capables de faire cette traduction du début à la fin d'un ouvrage. Non, j'étais à la faculté catholique à un moment donné. J'ai vu même des thèses qui se sont faites en langue vernaculaire. Je me rappelle, des thèses en philosophie où c'était en langue vernaculaire. Donc c'est possible. Il y a des Congolais qui peuvent. Nous avons un centre d'études de langue, le CELTA, où on fait des traductions des œuvres littéraires ou de n'importe quelle autre œuvre en langue vernaculaire. Chez les missionnaires, vous avez des structures qui traduisent les langues. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. Quand on parle de traduction, prenez la Bible. Quand le missionnaire occidental arrive chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit la Bible en combien de langues? Dans toutes les langues de ce pays, il a traduit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un impact au niveau de la population. Il n'a pas gardé la Bible en français ni en latin. Non. On l'a eu en Congo, en Swahili, en chinois, en Kiaga, en Kéké, on a traduit ça pour que ça puisse entrer, pour que la communication soit facile. Et la Bible est un meilleur exemple de livre littéraire quand j'enlève l'élément de foi. Parce que c'est un livre qui se lit et qui s'écoute. Donc, c'est-à-dire qu'il reste dans nos traditions à nous. C'est en langue vernaculaire, on l'écoute. Ma mère qui ne savait pas lire à l'église, elle écoutait. Elle était capable de répéter ce qu'elle avait entendu à l'église. Alors imagine maintenant des romans qui sont écrits dans des langues vernaculaires et qu'on va lire comme ça chaque soir, en dessous de l'arbre, en dessous, même au niveau de l'école, hein, au niveau de l'église, dans les petits cercles. Les enfants vont retenir. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour que prochainement, il y ait de livres traduits dans nos langues vernaculaires? Il faut toute une politique de maison d'édition. Regarde ce pays, il y a combien d'éditeurs? Nous sommes ici chez les pères d'Escotte qui éditaient des ouvrages. Je ne sais même plus s'ils sont encore capables d'éditer les ouvrages. Le gouvernement lui-même, l'État, quand vous allez au ministère de la Culture, posez-leur la question. Qu'est-ce que l'État met dans les maisons d'édition pour que le livre existe, pour que l'imaginaire fonctionne? On n'investit pas là-dedans. On va investir de toute façon, on investit presque plus de pas parce que c'est plus les partenaires étrangers qui viennent investir. Or, les partenaires étrangers ne vont pas s'intéresser à la littérature. La littérature risque de soulever les gens contre eux. Donc, il ne faut pas investir là-dedans. C'est comme ça que je voulais bien dire au départ que si la jeunesse ne s'intéresse plus à la littérature, c'est parce que la jeunesse dit que la littérature ne paye pas. Bon, c'est pas parce qu'elle ne paye pas, parce qu'il y en a qui ont fait. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple. Moi j'ai écrit un livre, j'ai écrit Misère. Mais si je te dis ce que j'ai gagné comme argent, c'est plus que ce qu'on m'a donné comme professeur d'université. Quand on dit que ça ne paye pas, c'est faux. Tout ce que j'ai gagné avec la pièce Misère, avec les tournées à travers le pays, les tournées à travers l'extérieur du pays, j'ai jamais gagné ça comme professeur d'université. Professeur, qu'avez-vous fait pour que votre livre ait un impact non seulement au niveau national? Non, quand
c'est bien écrit. Hein, et c'est pour ça que je dis il faut choisir le genre aussi. Moi, je n'écrirais pas de romans. Les romans, j'aime bien le roman, j'aime bien lire, mais je ne pense pas que j'aurai suffisamment d'impact. Mais une pièce de théâtre, ça peut être écrite, ok, mais elle a l'avantage d'être dite sur scène. On joue la pièce sur scène. Et quand vous jouez sur scène, vous pouvez avoir un producteur qui dit ah non, mon cher, ça m'intéresse. À ce moment-là, vous faites une alliance avec le producteur parce que lui aussi veut gagner de l'argent. Et il vous amène en tournée pour aller jouer la pièce. Et quand vous allez jouer la pièce, ça rapporte aux acteurs, ça rapporte aux metteurs en scène, ça rapporte aux promoteurs. Et si vous faites une tournée à travers le monde, vous prenez un peu d'argent. Oui, parce que nous avons des gens qui écrivent déjà. Moi, je connais beaucoup de gens qui écrivent des romans, même des pièces de théâtre, même mes amis promotionnels, tout ça, ils écrivent. Maintenant, ils n'ont pas d'abord cette opportunité-là que leurs ouvrages soient connus. Non, je vous donne un cas. Moi, quand j'avais écrit Misère, je ne connaissais pas d'éditeur. La première chose que j'ai faite, c'est de monter la pièce et je l'ai jouée moi-même. Comme acteur, il y avait mon épouse, il y avait mon petit frère, il y avait un ami, et puis il y avait moi-même. Nous avons monté la pièce, nous sommes allés le jouer, parce qu'à l'époque, il y avait des concours de théâtre, Oui. avec la Fédération de théâtre. Nous sommes allés jouer la pièce Misère ensemble. Quand j'ai demandé à certains troupes de jouer, dès qu'ils voyaient le contenu, ils disaient bon, cannabis. Donc les gens, parfois aussi, les gens ont peur. Alors, à ce moment-là, nous avons joué, et quand on a joué, on a gagné le prix. Le prix de mise en scène et le prix de meilleur texte littéraire. Et pourquoi les gens qui vous accompagnaient pour aller jouer cette pièce-là avaient peur? Parce que vous aviez dénoncé... Oui, mais parce que si vous écrivez une pièce de théâtre critique, oui, critique vis-à-vis de la société, ben, ceux qui dirigent parfois les institutions ne sont pas d'accord. Et Misère, on a eu une époque où la pièce était tellement bien cotée qu'on nous a demandé d'aller la jouer à la RTNC. Donc on filme et qu'on projette, parce que chaque jeudi, il y avait des projections de pièces de théâtre. Mais quand on a commencé à monter la pièce, on nous a interrompu. On a dit non, pièce, oui, ça, dans un pays qui refuse la critique, parce que on dit il n'y a pas de pouvoir sans opposition. Parce que vous voyez, quand il n'y a pas d'opposition, la personne peut tout faire. Alors, quand dans votre livre, dans votre ouvrage, lorsqu'on vous a un peu traqué, je ne sais pas, parce que vous avez dénoncé, je ne sais même pas quel comportement. Alors, dites-moi un peu, dans ces genres de pays, est-ce que nous espérons un développement ou un progrès quand on ne veut pas dénoncer le mal? Je ne parlerai même pas de progrès. Il faut dire, est-ce que dans ce genre de pays, on va encore espérer avoir des écrivains pour pouvoir écrire? Moi, je dis oui. Parce que le BIC, là, que vous tenez pour écrire, le BIC est une arme. C'est une arme politique, c'est une arme pour le changement. C'est une arme non violente. C'est à travers le BIC que tu peux transformer le monde. À travers tes paroles que tu peux projeter un rêve qui peut mobiliser les gens. Et c'est ça le rôle de l'écrivain. Et c'est pour ça que l'écrivain fait peur. Vous savez, quand les Belges sont arrivés ici, ils n'ont pas fait la promotion de la littérature. Ils ont fait la promotion de la sculpture. Hein, que les gens aillent faire la peinture, la sculpture, mais pas les écrits, pas la poésie. Parce que ça, c'est très dangereux. Et quand vous regardez, par exemple, à l'époque de Mobutu, dans une grande époque de dictature, quand Mobutu crée l'université du Zaïre, la faculté de lettres, il l'envoie à Lubumbashi, il l'enlève ici. Parce que ici, cette faculté est en train de... C'est là que les jeunes gens écrivaient des textes pour mobiliser les uns et les autres. Et on va envoyer la faculté des lettres à Lubumbashi. Et c'est le même problème qui subissent les journalistes. Oui, certains journalistes. Parce qu'il y a aussi des catégories de journalistes qui ne subissent aucun problème. Ils continuent à faire le travail comme par le passé. Mais quand vous avez des journalistes qui sont plus ou moins critiques, oui, ben, il faut savoir aussi faire la critique. Hein, il faut savoir utiliser. C'est ça l'avantage des mots. Hein, c'est ça l'avantage du geste. C'est ça aussi l'avantage de l'image. C'est qu'une manière de sélectionner les images, de les assembler, porte un discours. Et ce discours peut être vrai sans être nécessairement humiliant pour l'autre. Hein, sans nécessairement le réduire au néant. Et là, c'est un aspect de la communication que beaucoup d'entre nous n'ont pas maîtrisé, même au niveau de l'écriture. Je peux écrire de très belles choses sans nécessairement offusquer quelqu'un, mais en lui disant la vérité, parce que les mots qui sont choisis sont les mots vrais, beaux et
Voilà, merci professeur. Maintenant, en tant qu'activiste sociopolitique, professeur, lorsque les Congolais disent que l'instabilité politique et les multiples insécurités impactent négativement presque tout le domaine de notre pays, les culturels y compris, à quoi cela rime? Oui, mais c'est vrai, si vous n'avez pas de paix, vous ne créez pas. L'absence de paix ne permet pas à une société d'éclore sur le plan culturel. La culture a besoin de quiétude. S'asseoir, écrire, avoir de la lumière, avoir de l'eau, avoir du papier, avoir de l'encre, euh, avoir son temps, prendre plaisir, aller s'asseoir, écouter les gens, écouter les oiseaux qui chantent, voir les gens, faire des rencontres. Cela n'est possible par temps de paix. Mais si c'est un temps de guerre, ça signifie qu'on s'enferme. Je vous donne un exemple. Pendant la période de Covid, même en Occident, combien de gens ont écrit des bouquins pendant la période de Covid? Pourtant, on était enfermés, mais enfermés, c'est que vous n'avez pas la quiétude, justement, de l'humain, en sachant qu'à l'extérieur, il y a la mort qui vous guette. Si vous écrivez, ben, vous devez être très fort pour écrire. Et souvent, ça risque d'être marqué même par ce qui se passe à l'extérieur. Donc, la paix c'est quelque chose de très, très important. Et il faut la construire. Et on ne la construit pas par les armes, malheureusement. On ne la construit pas par la violence, c'est faux. La paix, on la construit par l'amour, par la vérité, par le beau, par le vrai et par l'utile. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien suivi. On ne peut pas mieux faire de la littérature sans qu'il y ait la paix. On ne peut pas faire de la littérature sans que les gens aient la quiétude. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Nouvelles Cartes Télévision et vous invitons à vous abonner massivement et à partager cette émission pour ne rien rater sur notre chaîne. Merci.